Oui, donc bonjour tout le monde. Et j'ai effectivement la difficile mission de vous aider à lutter contre la somnolence après ce plantureux repas. Donc je vais vous parler des retombées en France de l'accident de Tchernobyl, une présentation en deux parties. Une première partie de rappel du passé et une seconde partie sur la situation actuelle. Alors sur la première partie reconstitution du passé, on va aller assez vite. Donc les retombées en France d'accident de Tchernobyl, c'est tout d'abord une masse d'air qui, avec beaucoup d'opiniâtreté, il faut le dire, a navigué à contresens pendant plus de 6 jours. Alors, vous avez dû voir l'animation que vous a passée Vanessa Parache tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez noté donc, cette masse d'air contaminée par les rejets du 27 avril que vous voyez sur le graphique en haut à droite. Donc contaminée par spécifiquement les rejets du 27 qui commencent à se diriger vers l'ouest de la France et qui va continuer comme ça à s'y diriger puisque vous voyez la situation au 1er mai, elle recouvre la France. Et puis, quand même, la masse d'air, la vicissitude qui a touché cette masse d'air finit par s'arrêter et la normalité reprend avec de nouveau un flux d'ouest en est qui explose cette masse d'air en deux parties, une partie qui va monter vers les îles britanniques et puis l'autre partie qui va refluer vers l'est. Alors, cette masse d'air donc contaminée par les rejets du 27 qui est arrivée en France au soir du 30 avril a engendré, comme vous le voyez, une augmentation importante des niveaux d'activité dans l'air, en césium-137, en iode-131, en iode-132, en ruthénium-103. En fait, on va dire qu'il y a une petite dizaine de radionuclides qui vont être décelés dans l'air. On parlera pour la suite essentiellement des deux césium 137 et 134 et de l'iode 131. Et vous voyez que cette contamination de l'air a duré en gros 5 jours du 1er au 5 mai 1986. Et vous voyez que si on regarde les moyennes, elle a quand même un peu plus touché, beaucoup plus touché l'est de la France que l'ouest de la France, et notamment le nord-est, puisque à la station de Verdun, dans le nord-est, donc on a enregistré une activité dans l'air qui a été de 7 becquerels par mètre cube de césium-137. C'est la valeur la plus élevée qu'on ait mesurée donc le 1er mai 1986. Alors, si cette masse d'air contaminée n'avait fait que survoler la France pendant en gros 5 jours et qu'il avait fait beau, ça n'aurait pas donné grand-chose de grave. Mais voilà, il n'a pas fait beau entre le 1er et le 5 mai 1986. Et vous voyez donc une carte en haut de France des quantités d'eau qui sont tombées sur la France. Vous voyez qu'il a beaucoup plu dans l'Est, il a moins plu dans le centre et un peu plus dans l'Ouest. Vous voyez que dans l'Est, ça a été très hétérogène. Et il se trouve que quand il pleut, les dépôts radioactifs sont plus importants parce que les aérosols radioactifs sont lessivés, comme ça a été dit ce matin d'ailleurs par les pluies, causant ces fameuses taches de léopard. Donc vous voyez juste en dessous un graphique qui vous montre qu'effectivement, plus il a plu entre le 1er et le 5 mai 86, en abscisse, j'ai oublié de le mettre, mais c'est donc les millimètres de pluie, donc entre 0 et 55 millimètres sur la France continentale. Donc vous voyez que plus il a plu, plus les dépôts radioactifs ont été importants et qu'ils ont pu atteindre quelques dizaines de milliers de becquerels par mètre carré sur les zones où il a le plus plu. Et à partir des données de pluie enregistrées par Météo France à l'époque et de cette relation entre la pluie et les dépôts, on a obtenu la carte que vous voyez à droite, où on voit qu'effectivement l'est de la France a été plus touché de manière générale avec de très fortes hétérogénéités liées à ces précipitations. Donc voilà pour ce qui concerne les dépôts. Alors après, quand on a un accident nucléaire, les niveaux de contamination dans les denrées les plus élevés sont atteints immédiatement après les dépôts radioactifs pour les denrées qui sont en cours de culture, c'est-à-dire celles qu'on est en train de récolter et celles qu'on va récolter de manière imminente. Donc en fait, on est donc au début de mai 1986, donc il y avait déjà des légumes, notamment ceux qui sont le plus sensibles parce qu'on mange les feuilles qui ont intercepté les dépôts radioactifs, c'est-à-dire les légumes feuilles. Il y avait aussi d'autres types de légumes. L'herbe aussi a été contaminée par ces dépôts radioactifs, et là vous voyez des braves vaches qui étaient à l'époque au pâturage, et qui se doutaient de rien d'ailleurs, les pauvres, et qui donc consommaient cette herbe contaminée. Donc on voit bien que
il va y avoir une contamination élevée sur les légumes, sur le lait et la viande. Et puis, en ce qui concerne toutes les autres denrées, vous voyez un peu au début d'un mois de mai où en sont les autres cultures. Vous pouvez voir que les vignes, elles n'ont pas beaucoup de feuilles, donc ça n'intercepte pas beaucoup les dépôts radioactifs. Et puis surtout, de manière générale, pour toutes ces grandes cultures, il y a une date déterminante, c'est la floraison. Si vous êtes avant la floraison, même s'il tombe des éléments radioactifs, ils vont être très peu transférés à la culture. Si les dépôts radioactifs surviennent après la floraison, alors là, vous allez avoir une contamination beaucoup plus importante. Et vous voyez un champ de blé là, en début de mois de mai, donc ce blé, il est là, il est bien développé, il intercepte les dépôts, mais il est loin de la floraison, donc le transfert vers le grain ne se fera pas. Donc des cultures céréalières, fruitières, qui se trouvent à un stade végétatif relativement précoce et qui vont être relativement épargnées par les retombées de l'accident de Tchernobyl. Donc juste quelques valeurs sur finalement les denrées qui ont été les plus touchées, à savoir les légumes, plus particulièrement les légumes feuilles et puis le lait, où vous voyez que, en ce qui concerne les légumes feuilles, on a atteint 1000 becquerels par kilo de césium-137 et 3000 becquerels par kilo d'iode-131 dans des épinards, des salades et des choux produits en France. Juste pour mémoire, la limite de commercialisation a été fixée au 31 mai 86 à 600 becquerels par kilo. Donc ce que vous voyez, c'est que vous avez effectivement des salades produites en France qui ont plafonné ces limites de commercialisation. Et puis je vous donne aussi en titre indicatif des ordres de grandeur d'activité maximum dans le lait de chèvre et de brebis, où avec des activités de 4000 becquerels par litre mesurés, on peut imaginer que dans les tout premiers jours après les dépôts radioactifs, on ait pu atteindre plus de 10 000 becquerels par litre d'iode-131 dans le lait de chèvre et de brebis. Vous voyez sur le cartouche en bas à droite que, comme je vous l'ai dit, en raison du stade extrêmement précoce, la contamination des fruits est restée très modérée, sauf dans le cas des cerises, parce que les cerises, c'est un fruit précoce, et donc elles étaient déjà en formation au moment du passage des masses d'air contaminées. Même chose pour les céréales. Alors, comment ces niveaux de contamination ont-ils évolué dans le temps ? Vous voyez sur ce graphique l'évolution des contaminations en césium-137, donc des niveaux élevés la première année avec de grosses fluctuations, qui serait trop long d'expliquer, sauf si vous avez des questions spécifiques. Et puis dès qu'on passe à 87, la contamination, elle vient plus de l'interception par les feuilles des dépôts radioactifs, elle vient du sol. Et vous voyez que la contamination des denrées qui est liée à la contamination du sol par transfert racinaire, elle va durer longtemps, mais elle est quand même beaucoup plus faible que la contamination foliaire. Alors, toujours en ce qui concerne les sols, vous voyez qu'en France, l'essentiel des sols sont riches en argile. Il a été dit ce matin que le césium a une propension à se fixer sur l'argile, donc comme les sols français la plupart du temps sont assez riches en argile, vous avez dans le graphique en bas à droite le site de Vaison-la-Romaine qui est assez représentatif de la plupart des sols français, c'est-à-dire qu'en 2001, 15 ans après l'accident de Tchernobyl, vous avez encore quasiment tout le césium qui se trouve dans les 10 premiers centimètres. Alors, évidemment, il y a toujours des contre-exemples. Le contre-exemple, c'est le graphique en bas à gauche, où vous voyez un sol corse sur port granitique, avec très faible teneur en argile. Et vous voyez qu'entre 1986 et 2001, ce sol-là a perdu l'essentiel de sa contamination en césium. Mais retenez surtout que le césium, c'est un super filtre, que les radionuclides, notamment le césium, s'y fixent bien, et que donc, si aujourd'hui vous faites un trou en France dans un sol non remanié depuis 30 ans, vous allez trouver l'essentiel du césium-137 dans les 15 premiers centimètres, moyennant évidemment la décroissance radioactive d'un facteur 2. En ce qui concerne les doses maintenant, alors vous avez un graphique là qui vous montre l'évolution des doses au fil des années. Donc vous voyez que même en 86, la dose n'a pas atteint 1 millisievert dans l'est de la France. Cette dose efficace a été liée principalement à l'ingestion de denrées, camembert de gauche. Vous voyez que la dose par ingestion représentait à peu près 70% de cette dose-là. Une dose à la thyroïde qui a été estimée à peu près à 10 millisieverts pour les enfants, en moyenne dans l'est de la France. Cette dose, évidemment, compte tenu de la période de l'iode, a été prise dans les 3 premiers mois qui ont suivi les dépôts radioactifs.
Cette dose à la thyroïde a pu être dépassée. On a pu peut-être atteindre 100 millisieverts à la thyroïde pour des enfants qui auraient consommé des produits laitiers frais issus des zones les plus touchées du pays. Depuis 1986, et dès qu'on est passé en 1987, l'atteinte du public n'a plus été l'ingestion de denrées, mais l'exposition au rayonnement qui vient des dépôts radioactifs. Vous voyez qu'en 2006, ce rayonnement qui vient des dépôts radioactifs, c'est la principale voie d'exposition de la population française, avec 85%, la voie alimentaire ne représentant plus que 15%. Alors ça, c'était le rappel du passé. Maintenant, je vais vous parler de la situation actuelle. Alors, depuis presque une dizaine d'années maintenant, l'IRSN fait des constats radiologiques, c'est-à-dire faire des gros bilans sur la radioactivité dans l'environnement français par région. Et donc, un de ces bilans les plus récents a porté sur ce qu'on appelle les zones de rémanence des retombées anciennes. Alors, qu'est-ce que c'est que les zones de rémanence des retombées anciennes? C'est les zones qui ont été les plus touchées de France, d'une part par les retombées de l'accident de Tchernobyl et aussi par les retombées des tirs atmosphériques d'armes nucléaires. Donc, des investigations ont été faites dans les zones qui ont été les plus touchées à la fois par les essais nucléaires et par l'accident de Tchernobyl. C'est celle que vous voyez apparaître en jaune et en vert sur la carte. Donc, dans l'est de la France, il s'agit de zones où les dépôts ont été supérieurs à 10 000 becquerels par mètre carré, et dans l'ouest de la France, où c'est plutôt les retombées des essais nucléaires qui expliquent la présence de césium, des zones où on a dépassé 3 000 becquerels par mètre carré. Donc, ce constat a été mené toutes ces zones, avec à peu près 350 échantillons de sol, de sédiments, de poissons, de divers denrées, dont parmi les plus sensibles, et pour faire des analyses de césium-137. Et puis, comme on voulait aussi voir ce qui restait des retombées des essais atmosphériques d'armes nucléaires, on a fait également des analyses de strontium-90 et d'isotopes du plutonium. Comme je vous ai dit juste avant qu'aujourd'hui le public est surtout exposé aux rayonnements qui proviennent du sol, on a fait aussi des mesures de débit de dose dans l'air, c'est-à-dire des mesures de ce rayonnement qui provient du sol. Alors les résultats, vous voyez sur ces graphiques, les gammes d'activité en césium-137 des denrées mesurées en France, ce sont les bâtons verts, avec la moyenne qui est un petit tiret noir. Et ce que vous voyez sur impression sur ces bâtons verts, c'est les gammes observées dans le cadre de ce constat qui, je vous le rappelle, a porté sur les zones les plus touchées du pays, enfin qui étaient censées être les plus touchées du pays. Et bien, effectivement, ce qu'on voit, c'est que les zones investiguées sont bien celles sur lesquelles les denrées produites, les sols, les sédiments, présentent les activités les plus élevées mesurées en France métropolitaine. Par exemple, dans les sols, on a des activités qui sont en moyenne 8 fois supérieures à la moyenne des sols français, avec 51 becquerels par kilo contre 6,5 pour le reste de la France. Et même dans le lait, on atteint sur ces zones les plus touchées en 86 des niveaux de 0,3 becquerels par litre dans le lait contre plus de 10 fois inférieurs sur le reste de la France. Dans le cas des champignons, c'est assez connu que même si en 86 les champignons, les gibiers n'étaient pas beaucoup plus contaminés que le reste, il n'en est pas moins vrai que la diminution qu'on a observée dans les produits agricoles, elle n'a pas eu lieu dans le cas du gibier ou très peu. Et donc aujourd'hui en France, vous avez une grande variabilité de contamination des champignons et du gibier et surtout des niveaux qui perdurent très élevés, 1000 à 10 000 fois supérieurs à la contamination des denrées agricoles. Alors, les mesures de débit de dose, qu'est-ce qu'elles nous disent? Vous voyez qu'elles ont été faites sur un certain nombre de lieux, de communes du Jura, de l'Alsace et des Vosges. Ce que vous voyez ici, il faut noter les bâtons bleu foncé, c'est la contribution du césium-137 au rayonnement émis par le sol. Tous les autres bâtons, le vert, le bleu clair et le rouge, proviennent du rayonnement naturel, au rayonnement cosmique ou aux radionuclides telluriques qui sont dans les sols. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que même sur ces zones les plus touchées par les retombées de l'accident de Tchernobyl, les débits de dose dus au seul césium-137 sont de l'ordre de 2 à 7 nanosieverts par heure, c'est-à-dire entre 2 et 15% du débit de dose total dû à la radioactivité naturelle. Alors, on peut essayer le graphique que je vous avais montré tout à l'heure sur les doses, c'était un graphique qui avait été obtenu essentiellement par calcul.
Et donc là, avec ce constat sur les zones de rémanence, on dispose de mesures. Et donc il est intéressant d'essayer de confronter les doses obtenues à partir de ces mesures récentes de celles qu'on avait calculées il y a quelques années. Et donc vous voyez que sur la base des mesures qui ont été faites dans le cadre du constat sur les zones de rémanence, ma foi, on estime une dose maximum en 2015 qui serait de 37 microsieverts par an. C'est assez proche que des estimations qui ont été faites à l'époque. Et vous voyez aussi que, conformément à ce qu'on avait calculé, c'est bien le rayonnement par le sol qui contribue à l'essentiel de ces doses. En 2006, on avait estimé que 85% de la dose prise par les Français résultait du rayonnement externe. En fait, aujourd'hui, on est au-dessus de 90%. Alors, on va s'intéresser maintenant un peu aux radionuclides artificiels présents dans l'environnement français. Donc je vous dis qu'il y avait eu les retombées des essais nucléaires et les retombées de l'accident de Tchernobyl. Donc quand on essaie de regarder un peu quelle est l'exposition moyenne des Français à la radioactivité artificielle liée à ces deux ensembles de retombées, on s'aperçoit qu'effectivement l'exposition externe au césium-137 est prédominante avec 5,2 microsieverts par an. Mais vous voyez qu'en ce qui concerne la dose ingestion, ce n'est pas le césium des retombées de l'accident de Tchernobyl qui est le deuxième contributeur, c'est le strontium-90 des retombées des essais nucléaires qui est le deuxième contributeur avec une dose de 0,6 microsieverts par an. Pourquoi ? Tout simplement parce que les denrées aujourd'hui sont contaminées par le sol, par transfert racinaire, et comme ça vous a été dit ce matin dans le cas de sites tchernobyliens, le strontium-90 est beaucoup plus transféré aux végétaux que le césium-137. Donc, bien que les essais nucléaires soient maintenant lointains, bien que les dépôts de strontium-90 aient été beaucoup plus modérés que les dépôts de césium consécutifs à Tchernobyl, c'est bien le strontium-90 qui fait aujourd'hui la dose par ingestion. Alors maintenant, on va mettre en perspective... non, avant de la mise en perspective, on va parler d'un cas particulier, c'est les points chauds d'altitude. Alors, je ne sais pas où j'en suis du temps. 7 minutes. Oh, je vais pouvoir m'étaler, je vais pouvoir y aller tranquille. Donc, en 1987, il y a des gens, de l'IPSN d'ailleurs, qui avaient identifié dans les zones d'altitude des points de contamination beaucoup plus élevés. Alors, sur de toutes petites surfaces, il s'agit de surfaces qui sont de l'ordre de quelques décimètres carrés, mais avec des niveaux de contamination très élevés, des niveaux de contamination qui, par exemple, sur un site nucléaire ne seraient pas tolérés, de l'ordre de 500 000, 1 million de becquerels par kilo. Donc des activités très élevées, et on n'avait pas a priori l'explication. Alors on sait que quand il y a des dépôts par la pluie, si vous êtes au pied d'un arbre où ça a dégoûté, si vous êtes au bord d'une falaise rocheuse qui a collecté l'eau de pluie, on sait que sur les mètres carrés qui sont en dessous, on va avoir plus. Mais là, on est en prairie d'altitude et rien, a priori, ne permet de savoir pourquoi, sur de toutes petites surfaces, on a des niveaux de contamination élevés. Alors, évidemment, c'est très facilement mesurable. Donc, la CRIRAD en a beaucoup usé du côté spectaculaire, puisque vous êtes avec un petit appareil, et puis, si vous vous approchez, ça va crépiter. Donc, c'est très télévisuel, tout ça. Et donc, des petites taches de contamination. Alors, d'où viennent-elles ? Simplement, c'est le fait que là-haut, à 2000 mètres d'altitude, entre le 1er et le 5 mai 86, il n'a pas plu, il a neigé. Et donc les dépôts neigeux sont plus hétérogènes que les dépôts pluvieux. On pense par exemple à la formation de congères. Et puis surtout, quand cette neige dense va se tasser, au printemps, elle va geler, ça va donner ce qu'on appelle des névés. C'est des plaques de glace que vous voyez en mai-juin dans les Alpes. Et quand ça va fondre, ça va fondre en faisant du goutte à goutte en certains points. Et là où les gouttes tombent, ça fait des taches de contamination, ce qu'on appelle des points chauds. Donc quand en 1996 il y a eu la grande opération de transparence sur les retombées de l'accident de Tchernobyl suite, comme disait Didier Champion, à la découverte de sangliers contaminés, il y a des tas de gens qui sont tombés sur ce rapport qui mentionnait l'existence de ces taches et qui en ont profité pour se faire un coup de pub au détriment de la fréquentation du parc du Mercantour. Et donc ce que vous voyez dans ce graphique,
c'est la contribution du césium-137 au débit de dose quand on est à proximité immédiate de ces tâches de contamination. Je dis bien proximité immédiate parce que ce sont des tâches qui sont très petites et dès que vous vous éloignez, la loi en 1 sur D2, ça marche bien, c'est-à-dire que le rayonnement diminue fortement. Vous voyez que le bâton de droite, si vous êtes à proximité immédiate d'une de ces tâches de contamination, le césium-137 peut faire jusqu'à 40% du débit de dose total. Donc voilà une dose donc, qui serait, si on imagine par exemple quelqu'un qui promène dans l'alpage et qui décide de planter sa tente pour un bivouac et qui passe la nuit, ça va lui faire une dose de l'ordre de quelques dizaines de microsieverts, dont seulement 40% sera dû au césium-137, le reste étant dû aux radionuclides et au rayonnement cosmique. Alors, on va parler maintenant rapidement des doses les plus élevées qu'on peut prendre en France dues à la rémanence des retombées de l'accident de Tchernobyl. Donc, on l'a vu après Fukushima, on l'a vu après Tchernobyl, le gibier et les champignons présentent encore aujourd'hui des niveaux de contamination élevés et de loin beaucoup plus élevés, comme je le disais, par rapport aux autres productions agricoles. Donc en France, on a pu mesurer des activités de quelques centaines de becquerels par kilo de césium-137 aujourd'hui dans du gibier et des champignons. Donc si on se base sur une ration alimentaire de consommateurs moyens et de consommateurs importants de ces champignons, vous voyez qu'à raison de 2 gros repas par semaine basés sur du gibier et des champignons, on peut monter à 570 microsieverts par an. Pour vous situer 570 microsieverts par an, ce que c'est, c'est 100 fois la dose que l'on prend si on est autour de Lague, par exemple, pour faire plaisir à mon collègue. Quelqu'un qui vit autour de Lague, qui respire qui est exposé au krypton, qui respire tout ce qu'il y a dans l'air autour de Lague, il se prend une dose 100 fois inférieure à ce que prendrait une personne qui consommerait ce champignon et ces gibiers. Alors, et je terminerai là-dessus. On va mettre en perspective cette dose-là, qui quelques centaines de microsieverts par rapport à ce qu'on voit dans l'environnement français, ça commence à faire, au point de vue radioactivité artificielle. Donc là, je vous ai présenté les doses que chacun d'entre nous prend dues à la radioactivité naturelle. Donc sur le petit pavé de gauche, vous voyez qu'un Français moyen, l'ingestion de denrées lui donne une dose qui est de l'ordre de 500 microsieverts par an. S'il se trouve que cette personne consomme beaucoup de fruits de mer, comme dans les fruits de mer, il y a du polonium-210, qui est un radionuclide très méchant, qui est présent naturellement dans les fruits de mer, vous voyez qu'une personne qui est un gros consommateur de fruits de mer, c'est-à-dire qui va en manger 2-3 fois par semaine, peut monter à 2,5 millisieverts par an. Si une personne a la malchance d'avoir une eau du robinet chargée en radionuclides naturels, vous voyez qu'elle va avoir une petite composante là en bleu ciel due à cette ingestion de radionuclides présents dans son eau. Enfin, fumer, c'est pas bon, on le sait, mais ce qui vient encore aggraver les choses, c'est que quand on fume, on se prend aussi des doses. Puisque dans les feuilles de tabac, il y a aussi du polonium-210, et quand vous fumez, vous ramassez plein de cochonneries, et aussi du polonium-210 qui vous fait de la dose. Et donc, vous avez à droite le dernier petit bâton, qui vous représente ce que serait le cas donc d'un gros consommateur de champignons et de gibier, qui consommerait donc ces denrées au niveau les plus élevés, le maximum mesuré dans le cadre du constat zone de rémanence. Et vous voyez que par rapport à quelqu'un qui mange des moules et des crevettes, ça ne fait pas grand-chose. Je vous remercie de votre attention. Merci Philippe.